Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sud Radio 12h28, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Et aujourd'hui pour nous parler de les maires, est-ce qu'ils sont en danger, André Berkov? Est-ce que nos maires sont en danger? On en parle avec Luc Châtel qui vient nous voir pour ce livre Qui veut la peau des maires aux éditions du Cherche Midi. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Vous avez reconnu, même s'il ne chante pas, c'est Léo Ferré, Je vous hais. Je vous hais. Alors lui, ça n'a rien à faire. Effectivement, ce ne sont pas les maires qu'il hait, mais effectivement tous les empêcheurs, tous les gens qui essayent de penser en rond et qui ne sont que dans les passages cloutés. Mais là, il y a quelque chose de passionnant. Est-ce que les maires vont disparaître? Vous allez me dire, mais comment les maires? 36 000 communes, 36 000 maires, ça marche très très bien. Pas du tout. Et Luc Châtel va publier, il sort jeudi, un livre que je vous recommande, Qui veut la peau des maires de France? Parce que on se dit, le maire, en général, ça marche très très bien. Ça sort au Cherche Midi, le livre. Et puis, Luc Châtel, vous le dites vous-même, d'ailleurs, dans les sondages, dans les écoutes, au sein du monde politique, les maires se distinguent favorablement en recueillant la confiance de 3 Français sur 4. 3 Français sur 4 aiment les maires. Et en même temps, vous commencez votre livre, et c'est vraiment bourré d'enseignements, c'est que le nombre de maires qui veulent s'arrêter, qui n'en peuvent plus, qui veulent partir, et effectivement, est-ce que franchement, le maire, la fonction de maire, est une institution qui peut mourir? Alors moi, là, clairement, elle est en train de dépérir, oui, pour 2 types de raisons. Ouais. D'une part, il y a la fatigue personnelle des maires et les agressions personnelles des maires. Et le livre est parti de ça, des 2 agressions spectaculaires très médiatisées qu'il y a eu en 202023 à la Île-et-Rose et à Saint-Brévin-les-Pins. Oui, où une voiture, rappelons, on pense que c'était une voiture bélier a enfoncé la maison. Et tire au mortier sur la maison où le maire n'était pas là, c'était le début des émeutes, il était dans sa mairie, sa femme et leurs 2 enfants dormaient, et donc sa femme a dû s'enfuir avec les 2 enfants, et d'ailleurs elle s'est blessée en s'enfuyant par le jardin. À Saint-Brévin-les-Pins, sa maison, il dormait avec sa femme dans sa maison a été incendiée en pleine nuit. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce n'est que exceptionnel, ou est-ce que derrière il y a une réalité? Et vous avez découvert énormément de. Eh bien oui. Et donc j'ai été stupéfait parce que, en plus, moi c'est un sujet que voilà, j'ai été journaliste pendant 25 ans. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Donc je connais. J'ai rencontré beaucoup de maires et jamais j'avais entendu ça. Donc là, je découvre à la fois un nombre d'agressions incroyables. Vous donnez une liste à la fin de votre livre. 53 agressions violentes en 2023. Et alors, ce n'est que celles qui sont connues, qui sont rendues publiques, parce que ce que je dis dans le livre, là par exemple, je donne le chiffre du ministère de l'Intérieur qui a pas encore été rendu public, mais pour 2023, 2700 plaintes et signalements d'élus, dont la plupart sont des maires. 2700. Et en hausse de 15% par rapport à l'année précédente, et entre 2021 et 2022, il y avait déjà une hausse de 30%. Donc on est clairement sur une augmentation. Et derrière ça, ce que je raconte aussi avec beaucoup de témoignages, c'est que des maires disent, d'une part, qu'ils ne veulent pas porter plainte. Alors pour 2 types de raisons. D'abord parce que parfois ils ont peur, en fait, quand on a. Ça se comprend. Et souvent, le problème se pose dans les petites communes. Et moi, le livre est vraiment très axé sur les petites communes. Et je rappelle, parenthèse, que en France, nous avons la moitié des communes, donc plus de 18 300 communes à peu près, sont des communes de moins de 500 habitants. Et vous avez 97% des communes de France qui font moins de 10 000 habitants. Les communes françaises, c'est des petites et des moyennes communes. Et quand vous êtes élu d'une petite commune de quelques centaines d'habitants, vous connaissez tout le monde. Donc à partir du moment où vous êtes pris à partie, alors déjà vous êtes plus souvent pris à partie puisque tout le monde vous connaît, tout le monde donc s'arroge le droit de venir vous interpeller, voire de vous insulter. Et par ailleurs, beaucoup me disent, mais quand on est pris à partie, c'est très compliqué parce que une des raisons les plus fréquentes, c'est les conflits de voisinage. Moi, je vais devoir prendre parti entre 2 personnes que je connais. Comment prendre parti? Donc les maires ont cette pression constante, donc pression physique, et je donne beaucoup de descriptions parce que il y en a à la fois
parfois beaucoup plus que moi ce que je pensais d'agressions, et elles sont hyper violentes. Est-ce que cette violence, alors Luc Châtel, est-ce qu'ils vous ont dit, les personnes que vous avez enquêtées, les maires, etc., ça a augmenté depuis quelques années? Est-ce qu'ils sentent un accroissement vraiment de la violence? Alors, eux ressentent. Il y a un critère qui est qu'on peut prendre aussi. Alors, il y a deux types de critères. Il y a déjà des critères très concrets de type d'attaque, et donc il y a vraiment des tentatives de meurtre quand des personnes vont couper les freins d'une voiture ou voilà, trafiquer des voitures. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, et bon, alors les maires ne sont pas morts, mais ils auraient pu mourir si s'étaient pas rendu compte que. Et il y a un autre critère dont je parle pas mal, alors qui est plus un critère d'agressivité, alors qui se mesure en fait très précisément. Je cite beaucoup d'études pour vraiment m'appuyer le plus possible sur des faits. À partir de l'étape un peu décisive, ça a été la période du Covid, le confinement, où les gens sont enfermés au confinement. Le repli sur soi, ce dont parlent beaucoup d'élus et de personnes citées dans d'autres études qui concernent d'autres domaines, c'est la coupure du lien social. J'ai un maire là de la Nièvre que je cite pas mal dans le bouquin parce que je trouve que sa situation est exemplaire. Le maire de Brassy, village de 600 habitants dans la Nièvre, c'est vraiment une commune assez symptomatique parce que la ville la plus proche est à 80 km, c'est Nevers, c'est une ville un peu coupée de tout. Lui, c'était un jeune maire, je l'avais rencontré il y a 15 ans, il venait d'être élu pour son premier mandat, il avait une trentaine d'années, il avait la pêche, et là il se trouve que pendant que je faisais le livre, à un moment, il m'écrit, il me dit je vais démissionner, c'est fini, j'en peux plus. Dans sa commune, il m'a dit que avant le confinement, il y avait la cérémonie des vœux, comme ça se fait dans toutes les communes. Et c'est vrai que dans les petites communes, la cérémonie des vœux, c'est le moment où tout le monde peut venir voir le maire, et le maire se sent volontiers accessible, se rend volontiers accessible. Les vœux de fin d'année, oui, c'est ça. Voilà, pour rencontrer soit les nouveaux habitants, puis parler des problèmes. Bon, moment de convivialité, de lien social par excellence. Et il m'a dit qu'à partir du Covid, il y a 2 fois moins de personnes qui viennent parce que les gens ont eu l'habitude aussi de faire du présentiel. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des comportements, et c'est pour ça que j'ai cité une des parties des citoyens consommateurs. C'est que le Covid a aussi renforcé, et là je cite une étude très intéressante de la Fondation Jean Jaurès, qui dit que ça a renforcé vraiment le poids de la consommation dans les habitudes sociales des Français. C'est-à-dire qu'on était chez soi et puis on a pris l'habitude notamment de commander des livraisons. Donc forcément, quand on commande par livraison, on est un peu plus, on a envie que le livreur arrive à l'heure. Voilà, on est un peu plus anxieux. Vous voulez dire ça l'anxiété a quand même augmenté la violence quelque part. La réaction de stress, l'agressivité, et parce que les maires disent tous que désormais ils sont confrontés à des personnes qui veulent, c'est un peu l'expression qui revient, qui veulent tout de suite en fait. Et parfois, et là c'est là où c'est quand même assez étonnant, c'est que on en vient donc à des actes de violence, ou enfin même des injures, mais parfois pour rien. Et la plupart des enjeux, c'est vraiment pas grand chose. C'est des feux sauvages dans un jardin, c'est des décharges publiques, c'est je veux construire mon cabanon sans permis de construire. Donc des choses comme ça ou des conflits de voisinage qui dégénèrent de façon très violente. Alors ça, c'est le premier aspect où on peut dire les maires sont en danger, oui, parce qu'ils ont une pression, donc à la fois physique, très clair, mais morale aussi, quand on se fait insulter, menacer. Bien sûr. Et puis des corbeaux qui harcèlent du matin au soir, vous racontez ça dans votre livre. Alors le second truc, c'est l'État, si j'ai bien compris. Alors c'est ça, tout à fait. Le second, alors je dis qu'en fait ils sont pris entre une violence d'en bas, qui est la violence physique et verbale des habitants, et une violence morale d'en haut. C'est l'État. Mais c'est eux qui m'ont dit ça. Moi, je suis parti dans mon enquête sur ces histoires d'agression physique. Et ils leur ont dit, mais il y a une autre agression. Ils m'ont dit c'est même pire en fait, parce que je leur dis mais c'est horrible, comment vous faites pour tenir le coup. Et ils me disent écoutez, d'ailleurs certains disent finalement ça fait partie du job. C'est aussi pour ça que beaucoup ne portent pas plainte, parce qu'ils disent, ils ont intégré ça, ce qui peut paraître quand même assez anormal de notre point de vue, mais bon, ça fait partie du job. Mais ils me disent, en fait, si vous voulez, le pire, ce qui nous bloque, ce qui nous démoralise et ce qui nous pousse à démissionner, c'est vraiment en grande partie l'attitude de l'État. L'attitude de l'État, et là, en fait, et moi, je suis parti là, dans une autre enquête, j'ai fait un peu un bilan des 20 dernières années, à la fois de politique de décentralisation. Entre l'État et les maires. Et c'est vrai que quand on fait le constat, je suis parti d'il y a 20 ans, parce que c'est quand il y a eu le début des gels des dotations. Parce qu'eux disent, voilà, on nous a retiré des moyens, gel des dotations, baisse des dotations, on nous a retiré des compétences, ça c'est vraiment quelque chose dont ils parlent beaucoup avec la loi NOTRe de 2015, où les communes ont été obligées à partir de... La nouvelle organisation
l'organisation territoriale de la République. Ouais, donc voilà, c'était sous Hollande et les maires ont été obligés d'intégrer un EPCI, donc un établissement public de coopération intercommunale. En gros, une collectivité de communes. Ouais. Ou l'agglomération. Ils ont été obligés de l'intégrer et surtout ils ont été obligés, avec des délais imposés, de déléguer des compétences. Mais des compétences qui sont très importantes. La compétence de l'eau, dont je cite un politologue qui explique que la compétence de l'eau, ça date de la Révolution quand même. Voilà, c'est des choses qui sont pas anodines. La compétence des déchets. Ils ont perdu leur pouvoir sur beaucoup de choses. L'eau, les déchets. Et alors ce que disent certains, c'est que, vous voyez, on est dans une situation où on est confronté à des habitants qui viennent protester, voire nous agresser parce que on a pris telle ou telle décision, et parfois on est obligé de leur expliquer, mais c'est pas nous en fait. C'est l'EPCI, la collectivité de communes. Mais combien d'habitants, et là ça pose un vrai problème de démocratie, de représentativité, combien d'habitants connaît et le nom du président de son intercommunauté et combien connaissent les compétences partagées entre la mairie et l'EPCI, l'intercommunalité, et donc il se dit voilà, on a l'État qui nous retire des moyens avec le gel des dotations, baisse des dotations, suppression de la taxe d'habitation de Macron. Alors au niveau des moyens, ça a été compensé par d'autres dotations, mais sauf que la suppression de la taxe d'habitation, les maires disent en fait c'était nous un moyen qu'on avait d'avoir une politique fiscale. Or c'est un droit constitutionnel. Maîtriser leur politique fiscale. Ils disent c'est même une atteinte pour nous au droit constitutionnel de la libre administration des collectivités locales. On nous a retiré ce moyen-là d'avoir une politique. Et donc ils ont quasiment plus de moyens d'avoir une politique fiscale. Mais il leur reste quoi comme pouvoir en fait? Eh ben oui, pas grand-chose. C'est pour ça. C'est que je dis, on pourrait quasiment citer De Gaulle qui disait qu'il ne reste quasiment que l'inauguration des chrysanthèmes, quoi. Mais alors, pour moi, et aussi, Luc Châtel, vous en parlez, il y a aussi les normes. Oui. Toute la satire hallucinante de normes qu'on leur impose. Alors là aussi, c'est absurde. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, j'ai réalisé en faisant cette enquête que un des aspects intéressants, c'est que les maires, finalement, étaient les révélateurs, en dehors de ce qui leur arrive personnellement, puis en tant qu'institution qui pose pas mal de problèmes, ils étaient aussi les révélateurs de certains dysfonctionnements, en fait, de la façon dont fonctionnent nos institutions. Pelote, on le tire. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, ils font ça fait une sorte de portrait, en fait, de l'époque. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit avec certaines lois, alors on appelle ça normes, voilà, parce qu'on comprend mieux, mais c'est vrai que c'est plus certaines lois qui, d'une part, là aussi, par rapport vraiment notamment aux petites communes, sont absolument inapplicables. Alors moi j'en cite deux, je cite la loi handicap et la loi ZAN, zéro artificialisation nette, loi handicap de 2005 sous Chirac, la loi zéro artificialisation nette de 2023. J'hésite toutes les deux parce que là on touche à une forme d'absurdité, de quelque chose qui mérite vraiment, qui mériterait qu'on s'y intéresse, et que tous les élus, les maires que j'ai rencontrés et dont j'ai recueilli les témoignages disent, et ça paraît évident, la loi handicap, évidemment qu'on est pour ces objectifs, rendre accessibles notamment les lieux publics, évidemment, et la loi zéro artificialisation nette qui notamment lutte contre la bétonisation. Et les maires des communes rurales, évidemment, on vit dans la nature, on est les premiers à vouloir la préserver. Mais la façon dont elles ont été faites, nous les ont rendues totalement inapplicables. Et d'ailleurs... Pourquoi ? Et non, parce que par exemple, si vous prenez un exemple très concret, la loi 2005, l'exemple qu'on cite souvent, loi sur le handicap, c'est-à-dire elle oblige toutes les communes à avoir des trottoirs d'une largeur d'1,40 m. Vous allez dans des petites communes où voilà, enfin notamment les communes n'ont pas les moyens techniques, n'ont pas les agents, ni parfois la qualification, ni les moyens évidemment pour transformer tous les trottoirs. Bon, et vous avez même parfois des normes qui se contredisent, puisque l'un explique, par exemple, que pour des normes environnementales, il avait dû refaire un gymnase. Pour refaire le gymnase, il fallait qu'il empiète sur le trottoir, et donc il se trouvait confronté entre normes environnementales, refaire le gymnase, ou refaire le trottoir. Le résultat, c'est que la loi de 2005 pour l'accessibilité aux personnes handicapées, notamment des bâtiments publics, tous les bâtiments devaient être accessibles en 2015. On est donc 10 ans plus tard, on est quasiment 20 ans plus tard, il y en a même pas la moitié qui sont réalisés. Et la loi ZAN, zéro artificialisation nette, là, ils me disent, les maires de communes rurales, ils me disent, mais en fait, pourquoi cette loi a été faite? C'est pour
pénaliser et freiner la bétonisation. Qui a bétonné en France? Est-ce que c'est les petites communes rurales? Bien sûr que non. C'est les grandes communes, c'est les métropoles. Et donc nous, on se retrouve avec, donc là aussi, une conséquence très concrète, c'est que les communes ont un nombre limite de permis de construire qu'ils peuvent attribuer par année. Et donc moi, j'ai le maire de Brassy, là dans la Nièvre, qui me dit, mais moi, nous, nos petites communes, on cherche à tout prix à attirer des gens. Donc si moi, une année, j'ai 4 foyers qui veulent venir s'installer dans ma commune, eh ben je suis limité à 3, et donc je vais devoir dire à un des foyers, ah ben non, vous venez pas vous installer, ce qui est complètement absurde, alors qu'on a besoin de ça. Et par exemple, ils ont besoin de ça, par exemple, pour maintenir des classes aussi, pour maintenir du lien social. Etc. Donc, alors qu'ils sont vraiment tous pour le bureaucratie qui impose effectivement. Et puis en plus inefficacité totale des lois. En tout cas, si on prend la loi sur le handicap, et puis la loi ZAN, elle a été retoquée d'ailleurs par le Conseil d'État sur certains aspects, et ça va encore traîner très très longtemps. Et donc c'est vrai qu'à ce titre-là, les maires, les communes sont révélatrices de dysfonctionnement. Là, c'est vraiment la fabrication de la loi qui pose vraiment problème. Le tsunami du jacobinisme, hein. On n'a pas été très girondin dans cette histoire. Oui, mais à la limite, un jacobinisme, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il soit, par exemple, qu'il y ait des analyses, qu'on puisse étudier plusieurs pistes, puis qu'on consulte les élus. Les élus n'ont pas été consultés, et ils auraient peut-être pu alerter justement sur certains problèmes, certaines limites. C'est clair. Alors, et c'est ça qui fait, juste une dernière question, Luc Châtel, en tout cas je renvoie à votre livre, vraiment, c'est un portrait de la France très intéressant, et c'est préoccupant, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est pour ça qu'en fait, parce que vous donnez au début le chiffre des démissions est quand même très impressionnant. Oui, alors les démissions, elles sont estimées à peu près à 450 par an depuis 2020. C'est des études menées par l'AMF, l'Association des maires de France, et sur la mandature précédente, 2014-2020, elles étaient on en comptait 350 par an. Donc vous voyez, on est passé 100 par an. Et toutes les semaines, là, dans mon département, la Loire, récemment, il y a eu au moins un maire qui a démissionné. J'ai entendu qu'à Villers-sur-Mer, en Normandie, le maire avait démissionné. Enfin, chaque semaine, vous avez des démissions de maires. Et vous avez des maires qui ne veulent plus se représenter. En 2020, il y avait à peu près, je crois, 60% des maires qui ne voulaient plus se représenter. Oui, alors finalement, il y en a 50% qui se sont représentés parce qu'ils n'ont pas il n'y a pas de candidats qui veulent se présenter. Il n'y a pas de candidats. C'est pour ça que si vous voulez, quand vous prenez tous les critères, si vous prenez ces critères-là sur le long terme, entre les maires qui ne veulent plus se représenter, puis ils se sont représentés une fois un peu contraints et forcés, une deuxième fois, ils n'ont peut-être pas retenté le coup. Donc, vous risquez d'avoir soit des mairies sous tutelle. En tout cas, de fait, le maire en tant que personne physique, mais la mairie, le maire en tant qu'institution, ils sont clairement en danger, oui, c'est sûr. C'est ça, et en danger de mort, c'est vrai. Et on se dit, on parlait des déserts médicaux, il peut y avoir des déserts municipaux. Alors c'est vrai que le problème qu'il y a derrière ça, c'est un peu une France à deux vitesses qui se dessine, c'est-à-dire une France des métropolisations, et où là il y a une responsabilité des politiques, c'est-à-dire vraiment d'avoir, et tout président confondu ces dernières années, d'avoir absolument forcé la métropolisation au détriment de zones rurales. Je cite la phrase d'un président qui disait, si vous voulez des TGV dans toutes les grandes villes, il y aura plus de bureaux de poste pour tous. Mais le bureau de poste pour tous, c'est la définition du service public. Donc en nous disant ça, on assume de sacrifier les services publics. Et les mairies, dans certaines zones rurales, c'est le dernier service public qui reste. Il n'y a plus de bureau de poste, il y a plus... la disparition de mairies, à ce titre-là... en effet, ça devient inquiétant. S'il n'y a plus d'interlocuteurs, ça devient très grave. Parce que des millions de Français vivent dans ces zones rurales. C'est l'isolement. Quand on dit qu'il n'y a plus de service public, c'est aussi qu'il n'y a plus de lien social. C'est évident que le maire, le conseiller municipal, dans des petits villages, c'est du lien social pour les personnes âgées, pour les personnes isolées. C'est souvent le dernier lien social qui reste. Et donc, on se dirige vers une France qui serait... Une France confinée. Avec des zones fantomatiques et d'autres hyper denses et ultra riches. Luc Châtel, c'est ça. Et cette discrimination, il faut vraiment faire attention. C'est la fin. Qui veut la peau des maires de France? Malheureusement, vous dites, il y a la racaille d'en haut, et je ne sais pas comment on peut appeler la racaille d'en bas, ou la racaille d'en haut. C'est des termes que j'utiliserais. Non, mais moi j'utilise parce que quelque part, il y a une irresponsabilité des gens qui exécutent tout ça et qui légifèrent quelque part. Pas tous, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci Luc Châtel. On rappelle ce livre qui sort jeudi en librairie. Qui veut la peau des maires? C'est aux éditions du Cherche Midi. On va marquer une courte pause dans un instant et on revient pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.